Ce mythe peut être qualifié de transhistorique, histoire tragique qui illustre l'importance d'échapper à son destin. C'est aussi une réflexion sur la culpabilité, car Édipe est à la fois victime et coupable de ses actes. Mais pour comprendre le caractère transhistorique que détient ce mythe, il faut revenir à ses origines. À l'origine, le mythe n'appartient pas au domaine de l'écrit, mais à celui de l'oral. Selon toute vraisemblance, en effet, il fut d'abord une parole transmise au sein d'une communauté, de génération en génération. Cette parole échappe par essence à la banalité. Procédant du sacré, elle est la parole par excellence, celle qui fonde et justifie. Le contenu et le sens de la parole proférée permettent de classer les mythes en 4 grandes catégories. Il existe d'abord les mythes cosmogoniques, qui développent une théorie de la naissance de l'univers. Ils relatent l'instant qui vit le passage du néant à quelque chose. Ensuite, nous trouvons les mythes théogoniques, qui expliquent la formation progressive du monde. On les qualifie de théogoniques parce qu'ils attribuent l'existence des phénomènes naturels à l'action des divinités. Nous distinguons également les mythes anthropogoniques, qui relatent l'apparition de l'homme sur Terre. Parmi ces catégories, celle qui s'apparente au mythe d'Édipe est celle du mythe historique, qui traite des origines d'une cité ou d'une nation. Les malheurs d'Édipe traduisent la mise en place d'interdits, tels que l'inceste ou le parricide. Ces mythes se situent alors à mi-chemin de la légende, du sacré et de l'histoire dont ils sont à la fois une réécriture et une réinterprétation à des fins politiques ou morales. Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, le mythe remonte au temps lointain des commencements. Le dater précisément est impossible. Ce temps des origines est par définition obscur et sujet à des interprétations légendaires. À défaut de le délimiter chronologiquement, il reste de le caractériser sommairement. Tantôt le mythe évolue dans un temps antéhistorique et comprend la présence de divinités ou d'êtres fabuleux, tantôt le mythe s'épanouit dans le temps historique et fait apparaître des états organisés ainsi que des êtres humains dotés de noms propres et d'une destinée individuelle. Un même mythe peut toutefois se développer à l'intersection de ces deux temps, comme le montre la triste aventure d'Édipe. La rencontre du Sphinx transporte le lecteur dans le temps antéhistorique, à une période où les dieux, les monstres et les hommes cohabitent. Mais la mention de villes réelles, comme Thèbes et Corinthe, le fonctionnement monarchique de ces cités, renvoie à un temps historique. Il reste que, dans tous les cas, le mythe n'appartient jamais à la période contemporaine du public auquel il s'adresse. D'autre part, le temps lointain auquel appartient le mythe d'Édipe ne nous permet pas la lecture des poèmes épiques qui lui avaient donné naissance. Cependant, on sait qu'ils ont existé, et toutes les réécritures de ce mythe ont préservé ces éléments fondateurs qui nous permettent ainsi de procéder à la lecture antique de celui-ci. Le nom d'Édipe est mentionné dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, mais il est surtout connu par la tragédie de Sophocle, Édipe roi. Le mythe antique met d'abord en scène un sombre oracle. Le roi de Thèbes, Laïos, et sa femme, Jocaste, ont un enfant dont ils se réjouissent, mais un sombre oracle leur révèle qu'il tuera son père et épousera sa mère. Ils décident alors de s'en débarrasser et de le confier à un serviteur qui devra lui transpercer les pieds, les lui attacher et l'abandonner en haut d'une montagne. Cependant, le serviteur décide de le confier à un berger qui le portera ensuite au roi de Corinthe, Polybe, et sa femme, Mérope. N'ayant pas d'enfant, il décide de l'adopter et l'appelle Édipe, qui signifie pied en feu. Devenu adulte, Édipe entend dire qu'il ne serait pas leur fils, et rencontre la prédiction de l'oracle. Pour échapper à son destin, Édipe décide de se séparer de ceux qu'il croit être ses parents. Il quitte Corinthe et se met à voyager. C'est ainsi qu'un jour, il rencontra à un carrefour un homme avec lequel il se dispute. Édipe finit par tuer cet homme. Il ignore qu'il vient de tuer le roi Laïos, son père. L'oracle est à moitié réalisé. Édipe décide ensuite de sauver la ville de Thèbes d'un sphinx tuant les passants après leur avoir posé une énigme. Il rencontre alors le sphinx et résout l'énigme qui lui est présentée. Édipe
débarrasse alors la région de cette créature et se fait recevoir à Thèbes comme un bienfaiteur. Créon, le frère de Jocaste, qui gouvernait la ville de Thèbes depuis la mort de Laïos, juge Édipe digne d'épouser sa sœur et de régner. Édipe ignore qu'il vient d'épouser sa mère. L'oracle est entièrement réalisé. Suite à leur union, les deux époux ont deux fils, Éthéocle et Polynice, ainsi que deux filles, Antigone et Ismène. Durant le règne d'Édipe, la peste se déclare à Thèbes. Édipe interroge à nouveau l'oracle quant aux causes, qui lui répond que le meurtrier de Laïos souille la ville de sa présence et que la peste cessera lorsque cet homme impur sera chassé de la cité. Suite à ces déclarations, Édipe cherche cet assassin. Pendant ce temps, le devin Tirésias, qui est aveugle, sait tout et s'obstine à se taire. Un messager annonce à Édipe la mort du roi de Corinthe, ainsi que le fait qu'il n'était pas son père et que Mérope n'était pas non plus sa mère. Édipe comprend tout, se souvient des paroles de l'oracle. À ce moment, Jocaste se pend et Édipe se crève les yeux, puis s'enfuit sur les routes conduit par sa fille Antigone. Les éléments fondateurs du mythe d'Édipe ont été sujets à de nombreuses interprétations, notamment au XXe siècle, lorsque la psychanalyse s'imposa dans tous les esprits, engendrant avec elle une réelle révolution intellectuelle. Celle-ci témoigne, en outre, du caractère transhistorique de la légende. Mais comment ce mythe est-il interprété? Que détient-il de particulier? C'est d'abord à Sigmund Freud et à la psychanalyse qu'il a fondé que l'on doit la mise à jour de ce lien entre ce mythe et notre histoire personnelle. En effet, Freud illustre sa théorie psychanalytique de complexe d'Édipe pour la première fois en 1910 dans sa contribution à la psychologie de la vie amoureuse. Cependant, ce complexe préfigurait déjà dans une lettre du neurologue autrichien au docteur Fliess, médecin juif allemand qui fit la connaissance de Freud en 1887 et avec lequel une très volumineuse correspondance se fera. Ce complexe peut être défini comme étant l'ensemble des désirs amoureux et hostiles que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents dans sa période d'acmé entre 3 et 5 ans. C'est le stade phallique où l'enfant commence à se préoccuper de son sexe. Sous sa forme dite positive, le complexe se présente comme l'histoire d'Édipe roi. Désir de la mort de ce rival qu'est le personnage du même sexe et désir sexuel pour le personnage du sexe opposé. Sous sa forme négative, il se présente à l'inverse. Amour pour le parent du même sexe et haine jalouse du parent du sexe opposé. Mais Freud va encore plus loin dans sa théorie. Pour lui, tout individu est soumis dès la naissance à la loi primordiale de la sexualité. Elle est la force de vie, Eros, qui s'oppose à la force de mort, Thanatos. Très tôt, cette pulsion vitale se mue en désir de l'autre. Chez le jeune enfant, l'autre ne peut s'identifier qu'à ses parents. Il entre alors sous la domination du complexe d'Édipe. La situation n'est toutefois pas complètement analogue entre un garçon et une fille. C'est en effet une des raisons pour lesquelles Freud rejette lui-même l'expression de complexe d'Électre, introduite par Jung. Une fille est victime du complexe d'Édipe suite à son complexe de castration, durant lequel elle désire le pénis du père, que la mère ne lui a pas donné. A l'inverse, un garçon sort du complexe d'Édipe suite à son angoisse de castration qu'il craint comme une éventuelle punition du père en raison de ses désirs incestueux. On pourrait alors penser que le mythe fascine en partie parce qu'il donne corps à un désir dont nous sommes tous sujets. L'anthropologie a également pu, d'une certaine manière, apporter beaucoup de sens à ce mythe. Science de l'homme, elle nous permet de faire un lien entre les thèses des grands anthropologues comme Lévi-Strauss et les expériences humaines relatées dans les grands mythes. C'est ainsi que, dans les structures élémentaires de la parenté, paru en 1949, Claude Lévi-Strauss énonce son point de vue sur l'interdit de l'inceste. Selon Claude Lévi-Strauss, l'interdit de l'inceste a permis la formation de la société dans le sens où, suite à cet interdit, les individus ont été forcés d'élargir leurs relations à des groupes sociaux autres que le leur, l'exogamie. Pour lui, c'est la prohibition de l'inceste qui fonde la possibilité de toute société, puisque cet interdit relève à la fois de la nature et de la culture. Les solutions pour satisfaire à cette interdiction définissent la nature de l'échange matrimonial, qui est le passage du fait naturel de la consanguinité
aux faits culturels de l'Alliance. On pourrait finalement dire que la prohibition de l'inceste n'est alors ni purement d'origine culturelle, ni purement d'origine naturelle. Et elle n'est pas non plus un dosage d'éléments composites empruntés partiellement à la nature et partiellement à la culture. En un sens, elle appartient à la nature, car elle est une condition générale de la culture, et par conséquent, il ne faut pas s'étonner de la voir tenir de la nature son caractère formel, c'est-à-dire l'universalité. Mais en un sens aussi, elle est déjà culture, agissant et imposant sa règle au sein de phénomènes qui ne dépendent point d'abord d'elle. Mais n'était-ce pas là la démarche d'Édipe que d'épouser une femme autre que sa mère? Alors, est-il victime ou coupable de ses actes? Freud, un des grands maîtres de la pensée du XXe siècle, a largement influencé les pensées de son époque. Il représente en effet un réel point de référence. C'est ainsi que nous parlons de dramaturges post-freudiens. Parmi eux, Cocteau, avec sa Machine infernale publiée en 1934, reprend la légende d'Œdipe de manière insolite. Anouilh, lui, présente deux images opposées du héros, avec Antigone, pièce revisitée, parue en 1944. Cocteau aime surprendre et intriguer le lecteur. En effet, son intention de le dérouter de la pièce de Sophocle se voit confirmée après la lecture de la Machine infernale. Le premier acte de l'œuvre de Cocteau nous emmène sur les remparts de Thèbes lors de l'apparition du fantôme de Laios. C'est d'abord à Shakespeare que l'on pense, puisque dans Hamlet, le roi mort apparaît à son fils et lui révèle qu'on l'a assassiné. Cependant, c'est bien dans une légende aussi célèbre que celle d'Édipe que Cocteau nous introduit. A-t-il voulu nous inviter à comparer les deux œuvres? Le ton burlesque ainsi que les préoccupations triviales qui s'ouvrent au lecteur dès le premier acte annoncent l'arrière-plan comique de cette pièce qui, à l'origine, provoque terreur et pitié. Le second acte de la Machine infernale nous déroute encore. Il nous présente Édipe face au Sphinx, mais ce Sphinx en question n'est pas ici une créature sanguinaire et inhumaine. C'est en fait une jeune femme, donc une sphinge, qui répugne à tuer et qui souffle même la solution de l'énigme à Édipe. Lui se montre pitoyable et ingrat. Cocteau inverse alors la légende en faisant du Sphinx un personnage sympathique et d'Édipe un pauvre esprit. Le troisième acte, quant à lui, nous fait entrer dans la chambre d'Édipe et de Jocaste le soir de leurs noces. Cocteau révèle ici l'intimité de ce couple qu'aucun écrivain n'a jamais osé montrer. Il nous surprend d'autant plus qu'il s'intéresse plus à Jocaste qu'à Édipe durant cette scène. En effet, celle-ci fait preuve d'un désir de séduire, d'une peur de déplaire et d'une tendresse maternelle qui la rendent particulièrement touchante. Le quatrième acte est plus bref que les autres et clôture l'œuvre. En s'intitulant Édipe roi, cet acte témoigne de l'influence de Sophocle. Cocteau a traité de façon rapide et pudique ce dénouement fidèle à la légende antique. Il imagine cependant que la reine Jocaste, après sa mort, revient pour guider les pas de son enfant aveugle. Son ombre accompagne Édipe et Antigone lorsqu'ils quittent la scène. Ceci dit, au-delà d'être une tragédie non conventionnelle, la Machine infernale est une réflexion sur le destin et le temps. Une vie nous apparaît en effet comme une longue succession de jours, mais, vue de haut ou de loin, au regard des siècles ou d'un dieu, elle n'est qu'un instant. De plus, il n'est pas banal que ce retour des mythes antiques se produise durant l'entre-deux-guerres. L'espoir d'une paix enfin durable qui soulève la victoire de 1918 disparaît à mesure que s'installent en Europe des dictatures fascistes. En Italie, Mussolini accède au pouvoir en 1929. Hitler devient maître de l'Allemagne en 1933. L'Axe, Rome-Berlin en 1936, consacre l'alliance officielle des deux pays. La même année éclate la guerre civile d'Espagne, opposant les républicains aux troupes du général Franco soutenues par Hitler et Mussolini. L'après-guerre de 1918 ressemble de plus en plus à un avant-guerre. À l'évidence, Cocteau faisait partie de ces auteurs qui, à travers leurs œuvres, suscitent la réflexion. Appuyant sur la notion de fatalité et de destin, que l'on retrouve notamment dans le titre même de l'œuvre, l'auteur rend le mythe d'Édipe plus actuel que jamais pour ses contemporains.
La pièce d'Anouilh met en scène le personnage d'Antigone, et non pas celui d'Édipe. Cependant, l'auteur explique l'entêtement et la fierté de son héroïne par sa ressemblance avec son père. « Tu es l'orgueil d'Édipe », dit Créon à Antigone. Plus loin, il assimile même le père à la fille, comme s'il s'agissait d'un seul et même personnage. « Orgueilleuse, petite Édipe », lance-t-il à sa nièce. La race d'Édipe éprouve alors le désir d'affronter l'existence dans ce qu'elle a de plus terrible. Ils vous font un tête-à-tête avec le destin et la mort, raille Créon. En effet, la France étant occupée par l'Allemagne nazie au moment de la publication d'Antigone, le mythe apparaît pour Anouilh comme un réel moyen de déjouer la censure. Quoi de commun entre le Paris des années 1943-1944 et le climat de la cité de Thèbes dans Antigone? Dressée contre Créon et rejetant les contraintes de l'ordre établi, Antigone brave le pouvoir et devient, dans le contexte de la guerre, une héroïne de la résistance. Antigone admirait son père, elle appréciait son courage et sa lucidité. En effet, elle décrit non comme un effondrement, mais comme une consécration, le moment où Édipe apprend la vérité sur lui-même. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout d'un coup, il a eu comme un sourire, et il est devenu beau. Antigone oppose de ce fait la beauté de ce père qu'elle idéalise à la laideur des autres hommes. Leur pauvre tête de candidat au bonheur lui inspire du mépris. Elle se sent autorisée à préférer son père aux autres hommes. C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. De Créon, le portrait d'Édipe est cependant moins flatteur. C'est un homme faible et mou, dominé par ses fils, puisqu'au cours d'une scène violente, Polynice l'aurait battu. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez, il pleurait. Mais alors, qui est Édipe? Un orgueilleux solitaire? Un père insulté par ses fils? La copie conforme de sa fille? Bien le meilleur des hommes. Selon qu'on écoute Antigone ou Créon, ce personnage change du tout au tout. Anouilh a en effet préservé le mystère du héros. Le retour des mythes antiques constitue l'un des faits majeurs de l'histoire du théâtre français dans la première moitié du XXe siècle. L'actualité politique des années 1920-1945, la capacité des mythes à susciter la réflexion et l'émotion tragique, enfin la facilité avec laquelle ils appellent le merveilleux poétique, en sont les principales raisons. Le mythe détient donc quelque chose d'intemporel, qui permet aux grands penseurs et grands dramaturges de puiser dans le temps lointain des commencements pour discuter de la société de leur temps. Par conséquent, le mythe d'Édipe tire son caractère transhistorique du fait qu'il soit en réalité, de la même manière que les autres mythes, un symbole. Et comme tout symbole, il reste et restera indémodable.